Arthur Koenigsberg, nous aussi, on doit prendre cette menace au sérieux. Bien sûr, bien sûr. Il faut prendre cette menace au sérieux, mais il faut aussi détricoter le message que lance Poutine hier soir avec cette frappe, puis son discours. Et on sent que Poutine est dans cette volonté en fait de reprendre du poids, pas tellement sur le terrain militaire avec cette frappe, mais sur le terrain informationnel. Poutine, c'est un homo soviéticus. Et les soviétiques ont tiré une leçon de la guerre froide. Ils pensent qu'ils ont perdu la guerre froide uniquement sur le terrain informationnel. Ils pensent que les États-Unis ont été meilleurs qu'eux dans la manipulation et dans le façonnement des opinions publiques. Et là, en fait, Vladimir Poutine, avec cette frappe hier, avec ce message qu'il lance de « nous sommes capables d'utiliser l'arme nucléaire », en fait, s'invite dans les débats dans nos démocraties en Occident pour faire peser cette menace et dire « la Russie est déterminée à gagner cette guerre d'Ukraine, peu importe les moyens ». C'est ça le message qu'il nous lance. Alors ça nous invite dans des débats qui sont véritablement pas sains. C'est pas sain qu'à 13h38, sur les chaînes d'une grande télévision française, on débatte si la Russie va frapper ou non le sol européen avec l'arme nucléaire. C'est pas sain. Mais ce régime n'est pas sain. Et cette volonté de Poutine de pénétrer dans nos débats et de façonner nos débats pour nous faire peur, c'est véritablement l'intention qu'il avait hier. Je reprends ce qu'a dit ce Kévien, qui dit c'est un fou et il est capable de tout. Alors on ne va pas reprendre ses propos au pied de la lettre, mais on a bien compris, général, le message. Et c'est le message qu'hier Vladimir Poutine a voulu nous faire passer. C'est-à-dire que puisque vous faites ça, puisque vous permettez à l'Ukraine avec vos armes, et on viendra d'ailleurs dans un deuxième temps sur le fait que nous, on pourrait être frappés directement. Nous, la France, nous, la Grande-Bretagne, les Américains également. Mais ils montent d'un cran. Le problème, c'est qu'à force de monter, il y a bien quelque chose qui va finir par arriver. Oui, l'écran monte de part et d'autre, si je peux me permettre. Tous les jours, il y a une réponse et une contre-réponse sur la situation en Ukraine. Le fait d'autoriser l'attaque MS après, finalement, l'élection de Trump est un peu surprenante. Pourquoi à ce moment-là et pas avant ? Quelle pouvait être la réaction qu'on pouvait attendre de Vladimir Poutine ? Maintenant, si on relit le décret 1991 sur l'armement nucléaire et la dissuasion nucléaire russe, tout est très clair dedans. Il est bien dit aussi que toute nation qui contribuerait, d'une manière conventionnelle ou pas, à l'agression du territoire russe, on ne parle pas de l'Ukraine, on est visé. Maintenant, je reviens à ce qui était dit, oui, la dramatisation de notre côté, c'est un effet, je dirais, obtenu par la stratégie informationnelle de Poutine. Et c'est bien qu'on parle de la dissuasion nucléaire, c'est bien qu'on parle de la menace, mais il ne faut pas dramatiser. Le terme Troisième Guerre mondiale, il y a un moment, même si Poutine l'a utilisé, il faut en sortir, il faut revenir à la raison, à la réalité. Poutine n'est pas fou. Je veux bien croire ce que l'on veut, mais il a été malade une époque, il a failli mourir, il est toujours vivant, et je ne pense pas qu'il soit fou. On est bien dans une logique intellectuelle particulière, homo soviéticus, sans doute, et puis aussi réhabilitation de la Russie, qui, quand on reprend les faits historiques depuis 1991, a été quand même un petit peu blackboulée par les Américains en particulier. Il suffit de prendre tous les traités et tout ce qui a été fait. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que Poutine... C'est un homme qui veut se venger, c'est un homme qui veut compter. Totalement. Pour moi, c'est une vengeance pas uniquement personnelle, mais en partie, pour remettre la Russie au centre du jeu. Et puis, chaque jour, vous reprenez tous les événements qu'on a depuis 15 jours. Tous les jours, l'Occident, l'Ukraine, la Russie, c'est un discours qui monte en escalade. Tous les jours, la question est de savoir où ça va s'arrêter. Alors, est-ce que nous sommes menacés ? C'est la vraie question. Toute menace doit être prise au sérieux. Et peut-être qu'on n'a pas pris assez Poutine au sérieux les années précédentes. On a largement fermé les yeux. Et il serait peut-être temps de le faire, alors. Oui, mais ça se fait pas en 6 mois. Ça se fait pas non plus en 3 ans. Ça veut dire que c'est toute la stratégie de dissuasion, pas uniquement nucléaire, mais de défense de l'Europe, sinon de l'OTAN, qui aurait dû être mise en œuvre depuis des années. Le problème, c'est qu'on a fait d'autres choix, nous, occidentaux. Il vaut mieux préserver les vacances et le social. On y reviendra tout à l'heure, général, parce que d'autres, comme vous, des généraux très importants, ont parlé hier. On vous en donnera d'ailleurs les détails. Et en disant qu'au vu de ce qui se passait, le monde avait changé, il fallait revoir notre doctrine, dont également notre doctrine nucléaire. En tout cas, il y en a un qui assure le service après-vente de Vladimir Poutine, il est européen. C'est peut-être ça le problème, c'est Viktor Orban. Écoutez-le. Je pense qu'au cours des 2 prochains mois, nous, Européens, ne devrions pas fonder notre approche sur les règles des politiques de communication de style européen occidental, mais plutôt sur une logique de temps de guerre. Nous devons procéder avec prudence, en pesant chaque phrase et chaque mot selon les principes du bon sens, sinon nous verrons ce qui se passera.
Xavier. Alors, on sait que Viktor Orban est un proche de Vladimir Poutine, mais voilà, il est européen et dans le vecteur de communication, puisqu'on en parle, comme haut-parleur, il est pas mal. Il est européen, on se le demande à force, parce que... il est européen. Oui, vous pouvez vous le demander, mais... Il a même été à la présidence de l'Europe, il y est toujours, d'ailleurs, si je ne m'abuse. On l'a accepté, on l'a accepté. Mais là, il est franchement le porte-voix, le petit commis de Vladimir Poutine. Il essaie d'amplifier la menace, il essaie d'amplifier les peurs, et il va vraiment dans le sens de ce que souhaite le Kremlin. Il n'y a vraiment aucun doute, c'est en ce sens-là où je dis il est européen, oui, mais visiblement, il se détache de la façon de voir les choses de toutes les autres capitales européennes. Alors, il y en a deux, il y a lui, et il y a son homologue Fico en Slovaquie, qui sont très très proches du Kremlin, et qui veulent aussi d'ailleurs donner des coups de pied dans l'ordre mondial tel qu'on en a hérité depuis la Seconde Guerre mondiale. Autre déclaration d'Orban, je vais inviter prochainement Monsieur Netanyahou à se rendre en Hongrie. Monsieur Netanyahou vient d'être officiellement poursuivi par un mandat de la CPI. Oui, Monsieur Netanyahou l'a remercié d'ailleurs, en disant qu'il appréciait énormément. Mais à chaque fois, ce sont des coups de canif dans l'ordre mondial, que Poutine veut absolument remettre en cause. Et derrière la guerre en Ukraine, c'est ça le nouveau monde dont parle l'état-major français, les généraux français, c'est remettre en cause cet ordre mondial dominé par les Américains, les Occidentaux. Il y a 3 semaines, il y a eu un sommet du nouveau monde, ça s'appelait le sommet des BRICS, et Vladimir Poutine... Orban n'y était pas quand même, était celui qui invitait, et il a dit des choses très intéressantes d'ailleurs sur nous, sur notre avenir et la position qu'il nous réserve. Alors, c'est très bien, il y a ce discours, mais il y a la réalité. La réalité, c'est quand même un missile, et pas n'importe quel missile, qui a été lancé sur l'Ukraine. Donc, vous le prenez comment, vous, Vladimir Poutine? Plutôt au sérieux? Il y a la rhétorique certainement, mais il y a aussi une forme de réalité. Il faut le prendre au sérieux, mais il ne faut pas non plus paniquer. C'est pas, il parle de conflit mondial, mais à mon sens, ce ne sera pas un conflit mondial. Ce conflit est mondialisé. Il veut faire peur parce qu'il est acculé. Il pensait sincèrement prendre l'Ukraine en 24 heures, alors que là, ça va faire 3 ans qu'il y est. Il n'arrive même pas à avancer correctement. Donc, il a peur. La décision des Américains de nous fournir, sur le fait que les Ukrainiens puissent d'autoriser l'utilisation des missiles à longue portée sur le territoire russe, notamment la région de Koursk, ça le fait bondir, et donc il veut à tout prix nous faire paniquer et renverser la vapeur. Sauf qu'il ne faut pas du tout qu'on rentre dans son jeu. C'est un terroriste, et il ne faut surtout pas tomber dans cette terreur de guerre mondiale. Ce n'est pas vrai. Je voudrais qu'on écoute Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Lui aussi, il a un message. Alors, vous allez voir, on va reparler de nous comme le cible, parce que c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. On pourrait être également frappé. Alors, comment, on ne sait pas. On va regarder ça ensemble. Mais il y a un message qui était très clair de la part du Kremlin. Il est destination d'un nouveau locataire du côté du bureau ovale, Donald Trump. Bien entendu, nous préférerions que Washington écoute la déclaration du président russe, annoncée à Saint-Pétersbourg il y a quelques mois, dans laquelle il a exposé en détail notre position sur l'autorisation d'utiliser des technologies de missiles étrangères pour des frappes à l'intérieur du territoire russe. À Saint-Pétersbourg, le président a envoyé un message clair. Et franchement, nous préférerions que ce message soit pris en compte. Arthur Koenigsberg, est-ce que, à votre avis, à l'autre bout du fil, où on sait que Donald Trump s'informe énormément en regardant la télé, ça tombe bien, Vladimir Poutine était à la télé, est-ce que vous pensez que l'Amérique a reçu le message 5 sur 5 ? On ne les a pas sentis très inquiets d'ailleurs hier, étrangement. Non, inquiet, je ne pense pas, mais d'avoir pris cette menace au sérieux, oui, certainement. Mais il y a aussi un message qui est envoyé à Donald Trump, qui est de dire, oui, monsieur le président américain, vous avez été élu sur cette promesse de régler cette guerre en 24 heures. Bien, vous avez été élu, vous prendrez vos fonctions le 20 janvier, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça, de régler ce conflit en 24 heures. Il n'y a pas que cette guerre de position dans le Donbass aujourd'hui. Parce que les objectifs russes, à la base, n'étaient pas uniquement de prendre le Donbass et de s'assurer de la Crimée. Le but de Moscou était d'aller jusqu'à Kiev et de neutraliser le pouvoir ukrainien. C'était ça l'objectif de Moscou.
Mais aujourd'hui, si on va à la table des négociations, le 20 janvier, lorsque Donald Trump arrive au pouvoir, il n'atteindra pas cet objectif. Il n'arrive même pas à s'imposer dans le Donbass. Donc, il y a ce rapport de force qu'essaye aujourd'hui d'installer Vladimir Poutine avec Donald Trump. Il y a cette volonté de marquer les opinions publiques occidentales avec la nouvelle utilisation de ce missile qu'on ne connaît pas vraiment, et on va voir ce qu'il possède vraiment comme caractéristique après l'enquête ukrainienne qui est encore en cours. Mais c'est véritablement ça qui est dit par Poutine depuis hier, c'est j'essaye de rétablir véritablement le rapport de force dans le but des négociations. Et c'est un message de force qui est envoyé. Effectivement, nous, en face, nous ne devons pas être spécialement apeurés. Nous aussi, nous avons la dissuasion nucléaire, et je ne pense pas que Poutine ait envie de jouer avec le nucléaire français, britannique et américain. Mais par contre, oui, nous devons prendre cette menace au sérieux et effectivement prendre ce régime au sérieux. Et je rejoins ce que disait le général tout à l'heure. Ça fait des années que les Occidentaux, et spécialement les Européens, ne prennent pas suffisamment ce régime au sérieux. Alors, j'ai envie de dire, ces régimes au sérieux. On verra sur les frappes ciblées dont nous ont parti, promises hier par Vladimir Poutine. C'est parce que il y avait eu aussi un message, il y a une semaine à peu près, de Poutine sur ses amis, sur ceux qui possèdent l'arme, en disant que peut-être il y aurait un club d'ailleurs autour de lui de ceux qui possèdent l'arme. Parmi les membres de ce club, regardez, il y a un certain Kim Jong-un. Hier, il y a un véritable show qui s'est passé en Corée du Nord à sa gloire, aux armées de son pays, mais également au nucléaire. Il a dit un certain nombre de choses d'ailleurs sur cette guerre. Voilà, pour le décorum, ces images sont assez rares, toujours assez impressionnantes bien évidemment. Souvent on se moque, mais maintenant Kim Jong-un fait partie des alliés de Moscou. Il envoie du matériel, il envoie des hommes en Ukraine et lui possède la bombe nucléaire. On va l'écouter. Jamais auparavant les parties au conflit sur la péninsule coréenne n'ont été dans une confrontation aussi dangereuse et intense, lorsque la situation pourrait se transformer en une guerre nucléaire des plus destructrices à tout moment. Général. Le problème, c'est qu'avant, il se mêlait à peu près de ses affaires, voire de la Corée du Sud. Maintenant, il se mêle des nôtres et il possède la bombe. Oui, alors d'abord une remarque peut-être sur le conflit ukrainien. Aujourd'hui, vous avez 2 États nucléaires directement engagés sur le théâtre ukrainien qui sont la Russie et la Corée du Nord. Et vous avez 3 États nucléaires non engagés directement mais indirectement, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Donc on a 5 États dotés, comme on dit, sur le champ de bataille ukrainien. Ça fait beaucoup sur Ah bah ça fait beaucoup quand même, oui. Oui, quand même. On peut s'interpeller quand même. Bon, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi c'est une autre interrogation que j'ai avec ces différents discours de la Corée du Nord. Les troupes envoyées en Ukraine, et à Koursk en particulier, surtout pas en Ukraine mais en Russie, est-ce que c'est pas une manière d'entraîner une force armée coréenne qui ne s'est pas battue depuis 1953 en mesure finalement d'appliquer des opérations, de mener des opérations contre la Corée du Sud, comme on voit ce qui se passe depuis plusieurs mois en termes de tension, énormément de tension de la Corée du Nord envers la Corée du Sud, je dirais une dramatisation de la situation, et est-ce que ce n'est pas un moyen aussi pour la Corée du Nord d'entraîner ses troupes progressivement à faire la guerre, tout en faisant preuve de son alliance sans aucun problème. Et là, ce que l'on voit aussi, le dernier point quand même, c'est quand même, ça fait partie d'un scénario. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tout est coordonné, à mon avis. On ne peut pas dire que c'est un jour Kim Jong-un qui parle et un jour Poutine. Je pense que tout est une succession d'actions. Je répète mon calendrier de tout à l'heure. Regardons ce qui se passe tous les jours pour voir quel est le fil directeur de l'ensemble de cette action. Et là, évidemment, le but, c'est d'avoir des négociations, mais en position de force, et puis de contraindre, finalement, les alliés de l'Ukraine à ne plus soutenir l'Ukraine, parce que ça va aller très mal. Et je crois que c'est un peu le message indirect qui se construit petit à petit, de jour après jour. Il faut l'entendre, ce message. Ces images, bien évidemment, sont destinées au peuple nord-coréen, mais surtout à nous. Parce que maintenant, il ne fait plus rire Kim Jong-un, si tant est qu'il ait un jour fait rire. C'est que c'est un partenaire de Moscou. Certains médias aujourd'hui parlent même du deal entre les hommes et entre le matériel. Je crois qu'il y a plus d'1 million de barils de pétrole depuis mars qui ont été donnés par Moscou à Pyongyang. Donc voilà, c'est un partenaire, mais un partenaire de guerre et un partenaire, encore une fois, qui possède l'arme. Bien sûr qu'il possède l'arme, mais dans le regard que nous portons sur Kim Jong-un, on doit aussi avoir le même réflexe qu'avec Poutine, qu'on a effectivement beaucoup l'habitude de présenter comme un fou.
Moi, je pense pas que Poutine soit fou, qu'il soit un criminel ou un terroriste, ça certainement. Fou, je ne pense pas. Il est dans sa propre rationalité, et Kim Jong-un de la même façon. Donc cette intensification... C'est même très bien orchestré, vous avez raison. C'est très bien orchestré. C'est pensé. En tout cas, mais l'intensification effectivement des relations entre la Corée du Nord et la Russie, du point de vue nord-coréen, sert effectivement, on sait qu'il y a de l'échange alimentaire contre l'échange de munitions et de l'échange de soldats maintenant, mais il y a aussi, surtout, de vrais échanges technologiques aujourd'hui. On sait que les Nord-Coréens avaient beaucoup de mal à envoyer des satellites dans l'espace ces dernières années. Il semble que là, il y a un vrai transfert technologique qui se passe entre les Russes et notamment les lanceurs de missiles. Parce que vous avez raison, hein, les derniers essais et les derniers lancements de missiles nord-coréens ont été réussis. On est d'accord, Xavier? Étonnamment, juste après qu'il y ait eu un très large rapprochement entre il y a une visite officielle d'une semaine. Moscou et la Corée du Nord. Alors en fait, la menace, elle est réellement double, et cette mondialisation du conflit, là, on la voit très très bien, puisque d'un côté, on a Poutine qui a tendance à s'adresser plutôt aux dirigeants et aux opinions publiques occidentales, et on a Kim Jong-un qui s'adresse à l'Asie et qui s'adresse aussi aux cousins de la Corée du Sud. On sait que les Russes leur ont livré de quoi faire évoluer leurs vecteurs, leurs fusées en fait, pour porter l'arme nucléaire. Ça, c'est un fait acquis. C'est ce qui manquait. Et on vient d'apprendre que les Russes ont aussi livré un certain nombre de défenses anti-aériennes qui prémuniraient Pyongyang d'une attaque, enfin d'une riposte, par exemple, de la Corée du Sud en cas d'affrontement. On sait que le conflit est gelé depuis 1953, mais que Kim Jong-un a pour ambition de réveiller ce conflit et de mettre un terme à la guerre de Corée en réunissant les deux Corées sous, évidemment, la bannière de la Corée du Nord. C'est cet autre monde de Poutine, comme quoi il n'est pas fou, mais tout ça est réfléchi. Non, il y a une l'autre monde il y a un qui se crée bien évidemment autour de nous et sous nos yeux. Merci Laura de nous avoir rejoints. Comme on remercie le colonel Pierre de Jong de nous rejoindre également, mais lui à distance. On va parler de cette menace, autre menace dans un instant, de Vladimir Poutine. C'était hier également. Il y a le nucléaire, il y a la guerre, la troisième guerre, mais il y a également nous. Nous, les alliés de l'Ukraine, nous les Français, nous les Britanniques, les Américains également. Et si nous étions directement frappés, tout simplement parce que nous permettrons à l'Ukraine de frapper la Russie avec des armes longue portée. Écoutez le président russe. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation des leurs contre les nôtres. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière tout aussi décisive. Qu'au cours des 2 prochains mois, nous, Européens, ne devrions pas fonder notre approche sur les règles des politiques de communication de style européen occidental, mais plutôt sur une logique de temps de guerre. Nous devons procéder avec prudence, en pesant chaque phrase et chaque mot selon les principes du bon sens, sinon nous verrons ce qui se passera. Alors, il y a le pendant, Arthur Königsberg, et tout le monde ici pourra débattre et comparer. Il y a un chef d'état-major britannique de l'armée qui, lui, publiquement, a pris la parole face aux Russes. À votre avis, qu'est-ce qu'il ferait? On l'écoute. Si l'on demandait à l'armée britannique de se battre ce soir, elle se battrait ce soir. Et je ne pense pas que quiconque dans cette salle puisse se faire des illusions sur le fait que si les Russes envahissent l'Europe de l'Est ce soir, nous les rencontrerions dans ce combat. Voilà ce qui s'appelle de la lucidité. Ce qui est bien avec les Britanniques, c'est que les militaires ont vraiment le droit de parler, pas forcément quand ils sont à la retraite. Nous aussi. En actif, c'est un peu compliqué. Vous parlez, bon. Non. On vous a pas connu, non, pas connu assez tôt, alors, en général. Arthur, il y a deux façades. Alors, on va voir que l'Europe a peur, bien évidemment, mais l'Europe semble se réveiller. Premier coup de semonce, l'arrivée de Trump au pouvoir. Deuxième coup de semonce, les déclarations de Poutine. Alors, certes, comme dirait le général, pardon, on est un peu à la bourre, voire grandement, mais il est temps de faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des épines dans le pied, c'est-à-dire que l'Europe est multiple, diverse, voire parfois, pour certains, plutôt amie avec Poutine. Oui, dans le cas de Viktor Orban, c'est cette voix singulière européenne qu'il essaye d'incarner depuis le 24 février 2022, mais même avant. Parce que Viktor Orban a perçu que politiquement, dans son pays, il était intéressant d'avoir une voix singulière au milieu du concert européen. Parce que les Hongrois, moi j'étais encore à Budapest ce week-end, les Hongrois aiment bien cette incarnation d'une voix singulière en Europe,
d'une voie qui ne soit pas une voie suivie, de suivisme des autres Européens. Il faut rappeler que la Hongrie... Quitte à s'allier avec Poutine, c'est pas grave. Mais en fait, il y a s'allier avec Poutine, mais Viktor Orban est aussi allié avec les Européens, avec les Américains. C'est un acteur transactionnel, on appelle. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, Donald Trump l'aime beaucoup. Hein. Donald Trump l'aime beaucoup. En fait, Viktor Orban tire son bénéfice à multiplier les deals avec différents acteurs, à être... Oui, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Exactement. En fait. Ça lui rapporte beaucoup d'argent, mais ça rapporte pas énormément d'argent au peuple hongrois. Moi, j'y étais ce week-end. La Hongrie est dans une situation économique assez difficile. L'inflation y est grandissante et effectivement, même lui, Viktor Orban, qu'on présente comme l'homme fort d'Europe centrale, est contesté profondément dans son pays. Il a Peter Magyar qui commence à le dépasser dans les sondages. Mais aujourd'hui, effectivement, ce qu'on doit se poser comme question en tant qu'Européens, c'est quelle suite politique nous donnons à la frappe d'hier de Vladimir Poutine sur le sol ukrainien. Avec, pour l'instant, c'est un peu mou quand même. Hein. Pour l'instant, c'est un peu mou. Mais aujourd'hui, les opinions publiques tentent de comprendre. Là, il y a un amiral britannique ou chef d'état-major qui vient, qui est en mission de réassurance de l'opinion publique britannique. On sent nos opinions publiques qui se crispent. Malheureusement, militairement, les Britanniques sont un peu malades. Ils sont un peu malades, mais ça c'est le cas de beaucoup de pays européens, peut-être hormis la Pologne aujourd'hui qui est en pleine expansion. Mais il y a cette mission aujourd'hui des politiques d'aller réassurer les opinions publiques face à cette menace nucléaire. Et aujourd'hui, les Européens doivent répondre à une chose. Effectivement, s'il y a une attaque russe sur le sol européen, et on se doute que ce ne sera pas sur le sol français ou sur le sol britannique qui sont des puissances dotées, mais sur le sol, par exemple, de la Pologne ou de l'Estonie. Effectivement, il y a peut-être l'article 5 de l'OTAN qui sera activé, mais avec la présence de Trump à la Maison-Blanche dans les semaines à venir, on peut vraiment en douter. En tout cas, dans ces pays, on commence à en douter. Mais par contre, il y a un autre article qui s'appelle l'article 42.7 de l'Union européenne, qui dit que lorsqu'un pays européen est attaqué, les autres pays européens doivent lui porter assistance par tous leurs moyens. Par tous leurs moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est capable de dire, effectivement, si une puissance européenne est attaquée, si un pays européen est attaqué, la France se servira de son arme nucléaire pour défendre ce pays? Alors au courant, c'est un grand mot bien évidemment, Washington savait que Moscou préparait quelque chose. On va partir en Russie, on va voir ce que pensent les Russes de ce qui s'est passé hier, de ce discours de Vladimir Poutine et surtout de ce tir de missiles. Il y avait un discours, on vous en a largement parlé, qui était à destination des Américains, à destination des Occidentaux, à destination du monde entier, mais également à destination du peuple russe. Est-ce que ça a fonctionné, oui ou non? La réponse tout de suite. Le discours m'a donné un sentiment de sécurité. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a quelqu'un et quelque chose pour nous défendre et que nous ne devrions pas avoir peur des ennemis, qu'ils essayent de nous attaquer, mais il vaut mieux ne pas le faire. Personne ne nous a encore attaqués, mais nous devons rester sur nos positions et, si nécessaire, nous leur donnerons un nouveau coup de pied dans les dents. Voilà, il y avait de l'inquiétude tout à l'heure quand on vous a passé un micro-trottoir du côté de Kiev, bien évidemment, et vous voyez que ce discours a plutôt galvanisé les troupes. On s'en doutait, c'était fait aussi pour ça? Oui, c'était fait. Il fallait que Poutine parle aux siens? Bien sûr, c'était fait aussi pour ça, effectivement, cette caisse de résonance intérieure dont il avait besoin avec ce message politique. Mais bon, après ces micro-trottoirs, il faut quand même rester vigilant. On parle d'un pays où lorsqu'on paraît protester, même en ayant une pancarte blanche, on peut se faire arrêter. Donc en donnant un message publiquement d'opposition, c'est pas un très bon signal envoyé des citoyens vers le régime russe de se montrer aux télés occidentales en critiquant le régime et ses réassurances de sécurité. Après, il y a aussi autre chose, effectivement, dans le peuple russe aujourd'hui, qu'on avait beaucoup sous-estimé avant la guerre. C'est l'impact de la télévision russe, la télévision publique et les émissions que vous montrez assez régulièrement sur des petits extraits de la propagande russe. On n'a pas mesuré à quel point ces émissions avaient perverti et assombri l'esprit d'un très grand nombre de Russes. Mais oui, après, mais il y a aussi, pardon, mais... Bien sûr, et je rebondis, effectivement, cette frappe était politique. On n'en voit pas un missile de cette sorte pour casser 9 garages et quelques habitations. Ça sert à rien. C'est le résultat. Oui, parce que les dégâts, ça nous a un peu étonné d'ailleurs hier. Heureusement. Les dégâts, il y a eu des dégâts bien évidemment, heureusement, mais ils ne sont pas, on est d'accord, à la hauteur. Mais même ces têtes, parce que Poutine dit que c'est expérimental, c'est-à-dire que même les têtes n'étaient pas autant chargées
qu'elles auraient pu l'être de matière Elles explosive. peuvent pas en fait, parce qu'une tête nucléaire, une ogive nucléaire, je parle sous le contrôle du général, hein, c'est tout petit en fait. Alors que si vous voulez mettre la même quantité d'explosifs, il vous faut beaucoup plus de place, je fais schématiquement. Et là, il y avait 6 têtes. Et c'est pas possible. Même dans 6 têtes, on peut pas mettre l'équivalent. Donc c'était vraiment une opération. C'est du politique, oui. C'est un avertissement. Un avertissement. Et puis- Je peux vous frapper jusqu'au bout de la Bretagne, voilà. Pour Et les il y a cette enquête ukrainienne qui va montrer de quoi est capable ce missile. Mais Il y a lorsqu'on voit les images, Je vous laisse terminer, pardon, Ouais. mais ça va peut-être vous aider à savoir, mais on vient d'avoir un renseignement. Alors, c'est le renseignement militaire ukrainien. Ils disent que, alors, je ne sais pas comment mais que le missile volait à Mach 11. Donc, on soit la vitesse du son, ce qui fait quand même. 13 000 km/h. Non. Non, c'est possible. Oui, Oui, c'est possible. Oui, non, ça C'est fait un missile énorme, armé. hein. C'est un missile Pardon, qui va dans ça l'espace, vous il y a donne plus pas, aucun voilà, frottement, de toute ça vous donne pas non, mais par contre, d'indication. là où on voit que c'est vraiment un missile qui est fait pour du nucléaire, c'est la précision. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les images, on voit que la frappe et ces mini-têtes qui tombent sur l'Ukraine, c'est pas précis. Ça tape pas à un seul endroit. Ça s'étale sur près de 400, 500 km entre chaque impact. Ce n'est pas précis. Et ça, c'est uniquement pour le nucléaire. Sinon, ça n'a pas d'intérêt stratégique sur le champ militaire. Après, il y a quand même une chose qui est rassurante, entre guillemets, dans cette histoire, c'est qu'effectivement, encore une fois, le renseignement américain est bien informé. Et depuis le début de la guerre, et même avant, on voit les renseignements américains avaient été capables... Ils sont bien informés parce qu'ils sont bien informés, ou là parce que les Russes, effectivement, les ont appelés. Comme on doit le faire. Vous savez avant, là, les Russes les ont appelés une demi-heure avant, mais on peut imaginer, notamment par rapport au fait de dire aux employés de l'ambassade de ne pas aller l'alerte. au travail. L'alerte la veille de l'ambassade Oui, c'est l'alerte américaine, la veille, oui. transmise Oui, aux autres visiblement, il y a ambassades. du renseignement satellite espion. Ils ont dû voir quelque chose Ils avaient- sur un pas de tir à Astrakhan. Ils ont détecté une activité suspecte qui leur a permis de conclure qu'un tir de missile spécifique allait se produire. Et ils avaient déjà été donc très bons dans l'anticipation de l'invasion à grande échelle du 24 février 2022. Ils avaient été aussi bons sur quand ils avaient annoncé une potentielle révolte des mercenaires Wagner et de la mutinerie de Prigojine. Ça, les renseignements américains l'avaient plutôt vu venir. Là, ils ont aussi vraisemblablement vu venir cette frappe sur Dnipro. Après, il y a un deuxième élément. C'est-à-dire qu'on sait que depuis le 24 février 2022, les Russes ont cette menace, portent cette menace d'utiliser le nucléaire sur le sol ukrainien. Et il y a un acteur qui les retient, c'est la Chine. C'est-à-dire, on sait que les Russes, à un moment dans cette guerre, avaient menacé d'utiliser du nucléaire tactique sur le champ de bataille. Il n'y a qu'un acteur qui les a retenus, ce sont les Chinois. Donc là, La effectivement, Chine et l'Inde, je crois, mais la Chine en ce premier. qui va être intéressant de voir, c'est les commentaires, ou non, de la Chine sur cette Il y a eu un nouvelle menace. commentaire